Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast qui est aussi le tout dernier de cette série. Tout au long des épisodes précédents, j'ai reçu des professionnels dans des domaines vraiment variés qui ont pu nous parler de leurs expériences, leurs sources de motivation, les valeurs qui les guident, en fait tout ce qui fait d'eux les leaders qu'ils sont aujourd'hui dans leur domaine respectif. Et le but de tous ces échanges était de vous offrir des perspectives concrètes sur le leadership, le bien-être et la réussite dans un monde qui est vraiment en constante évolution. Pour ce dernier épisode de cette deuxième saison, nous retrouvons celui avec qui nous avons lancé la saison, en l'occurrence M. Olivier Barrault, qui est le président de la EIC, de la BEH et de IT Leasing. Lors de notre première conversation, nous avons parlé de la mentalité gagnante. Il était alors question de discipline, résilience, constance et prise de décision. Aujourd'hui, pour clore la saison, nous allons aller un petit peu plus en profondeur avec pour cette conversation qui a pour thème leadership et ikigai. L'ikigai est un concept japonais qui nous invite à réfléchir à ce qui donne du sens à nos actions, à ce qui relie nos talents, nos valeurs, ce que nous aimons faire et la contribution que nous souhaitons apporter aux autres. Appliqué au leadership, il nous porte à questionner ce qui, au-delà de la performance, de la réussite, etc., qui nous motive profondément et surtout ce que nous avons comme impact sur les autres. Bonsoir M. Barrault et merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui. Bonsoir Daphné, vraiment un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Bonsoir à toute l'équipe aussi qui nous accompagne au niveau technique. Et puis, compliments, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tous les différentes histoires qui étaient très intéressantes. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là encore avec toi aujourd'hui. Donc, on va directement être au cœur de la conversation parce que on a déjà eu, comme je l'ai mentionné tantôt, premier épisode que j'invite ceux qui ne l'ont pas suivi à retrouver ça sur notre chaîne YouTube. Donc, il y a la présentation, etc. On a un petit peu une idée de votre parcours qu'on avait déjà dégagé dans le premier épisode. Donc là, on va directement dans notre thème pour aujourd'hui qui est, je le rappelle, leadership et ikigai. Donc, la première question pour vous, c'est dans une société où il est tout le temps question de performance, réussite, il y a des chiffres, il y a des likes, il y a ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi est-il important, selon vous, de penser même au sens de ce que nous faisons? Écoute, je pense que, premièrement, comme tu as dit, le ikigai, c'est ce qui nous donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est ce qui, éventuellement aussi, nous donne cette envie de se réveiller chaque matin et de contribuer ou de construire ou de participer à quelque chose de plus grand que nous. C'est vrai que en tant que leader d'une compagnie ou de plusieurs compagnies, il y a toujours des chiffres, comme tu dis, il y a toujours des buts, mais ces buts sont plus ou moins temporaires. Et donc, quelque part, lorsqu'on atteint ces objectifs, on veut trouver quelque chose de plus profond. Et c'est ce qui donne finalement du sens. Donc, aujourd'hui, réfléchir à avoir un impact plus profond, c'est ce qui va nous permettre de transcender dans le temps. C'est ce qui va rester. C'est pas les titres, c'est pas les chiffres, c'est pas les actions qui ont été posées, mais beaucoup plus l'impact qu'on a eu et qu'on cherchait. Donc, chaque personne a des impacts différents qu'il cherche. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'on fait qui est peut-être plus grand que sa petite personne et qui touche un plus grand nombre a beaucoup plus d'impact et permet de transcender dans le temps, comme je disais. Mais là, ça peut être aussi difficile parce qu'il y a tout, il y a le quotidien en fait, il y a les difficultés qu'on rencontre au quotidien, les petites cases à cocher. En fait, même pour un entrepreneur, il y a tous les risques qu'on prend, etc. Donc, pour pouvoir dépasser tout ça, pour penser à une image plus grande, ça doit être compliqué. Écoute, ça revient à ce qu'on appellerait le succès, je dirais. Je pense que nous tous, très jeunes, on a une idée de ce qu'on appelle le succès, finalement. Et le succès, c'est peut-être avoir une belle machine, une belle voiture, une belle maison, un beau bureau et tout ça, mais on a tendance à penser que le succès, c'est une fin en soi. Mais en fait, le succès, c'est le voyage en lui-même. C'est le temps que ça a pris pour construire ce qu'on construit. Et donc, les chiffres,
l'argent, gagner sa vie, c'est une bonne chose, mais à la fin des fins, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte pour qu'on soit un peu plus heureux dans la vie? Parce que parfois, on peut avoir tout ce qu'on appelait le succès, donc ces belles voitures et tout ça, et puis au fond, on est vide. Donc, donner du sens à tout ce qu'on fait, c'est justement ça, c'est le ikigai, parce que quelque part, plus on grandit, plus on comprend que c'est pas le compte en banque qui va montrer ce qu'on est, c'est pas ce qu'on a besoin, et ça devient secondaire à l'impact et comment on a touché les autres, comment on a pris les responsabilités face aux autres. Donc le leadership, c'est ça aussi, hein, c'est la responsabilité. Dans notre première entrevue, on avait discuté de ça justement, de comment votre perception de la réussite avait évolué avec le temps. Parce que très souvent, dans la jeunesse, on a justement cette checklist, on veut cocher ci et ça, etc. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir tout coché, ils ne sont toujours pas satisfaits. Non, c'est ça. Et la satisfaction, en fait, c'est comme... la satisfaction vient de l'intérieur. Le succès, le plus souvent, c'est une perception des autres. Ça vient de l'extérieur. Donc, si avec le temps on grandit et on comprend ce que c'est que le vrai succès, c'est les accomplissements que nous on a à l'intérieur sur lesquels on est vraiment satisfait. C'est pas forcément être satisfait, comme je disais, avec le compte en banque ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a touché, comment on a créé un impact quelque part. Donc, c'est ce qui va donner du sens. Encore une fois, si ça vient de l'intérieur. Et cette satisfaction, c'est toucher du monde, c'est avoir un impact et à la fin de la journée, qu'on sente qu'on a accompli quelque chose de bien. Mais avant d'arriver à la fin de la journée, moi, je veux retourner au moment où on se réveille le matin, parce que pour certaines personnes, pour voir d'où vient la motivation, moi, je me rappelle que quand dans notre échange avec Frédéric Alexis, par exemple, il avait bien dit que pour lui, sa motivation, c'était que avec sa caméra, il allait pouvoir donner à sa mère redonner à sa mère un peu de tout ce qu'elle lui avait donné. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de personnes qui ils se lèvent parce que ils ont les enfants, ils ont des responsabilités parfois, et donc c'est un petit peu de là que vient la motivation de se lever le matin. Donc, mais pour vous, en général, quand on remet ça dans le cadre de l'ikigai, qu'on recherche le sens, qu'est-ce qui devrait être comme motivation première? Bon, comme motivation première, c'est comment est-ce qu'on va impacter les autres qui sont sous notre responsabilité en tant que leader, comme je disais. Mais parfois, il y a des journées où on se sent vide. Hein. Il y a des journées où on ne sent pas qu'il y a eu un accomplissement quelconque ou qui pourrait ne pas rendre cette personne qu'elle sente qu'elle ait accompli quelque chose. Mais c'est temporaire. C'est pas... Parce que je me dis peut-être que toute la motivation qu'on a en général. Il y a des jours où on va être à 100%, mais par contre, dès qu'on reste dans le chemin qu'on s'était tracé, ça veut dire que même les jours où on est peut-être à 10%, à 15%, dès qu'on ne se détourne pas en fait de la ligne qu'on s'était fixée, on est un petit peu toujours... On va toujours dans le bon sens. Non? Oui, et les objectifs qu'on se fixe, c'est pas une ligne droite. Donc, il y a des jours où il y a des obstacles. Il y a des jours où ça va beaucoup mieux, ça va plus vite. Mais ça n'empêche que il faut pas perdre de vue le but ultime. Le but ultime qu'on s'est fixé et avec lequel on se sent bien. Parce que comme je dis, si on ne se sent pas bien avec soi-même dans ce qu'on fait et qu'on ne pense pas que ça a un résultat, ce qu'on appelle le bonheur ou quoi que ce soit, ça sera très limité dans le temps. Donc, la recherche du succès, la recherche du bonheur, la recherche de cette paix intérieure dans ce qu'on fait, qu'on accomplit, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on n'est pas satisfait. Mais ça ne veut pas dire qu'on perde la vision globale. Hein? Donc, c'est ça. Et l'essentiel, c'est que quand on se réveille avec ces 10%, comme tu dis, il y a un manque d'énergie. À ce moment, on doit se retourner à l'intérieur et garder cette vision. C'est peut-être là où on se demande
qu'on doit se rappeler pourquoi on a commencé. Pourquoi on a commencé. Et comprendre aussi que ça prend du temps. Et donc, voilà, je pense que c'est ça. Donc, on parle de faire, alors, d'avoir un certain souci pour l'impact qu'on fait dans ce qu'on fait. Mais dans la réalité, concrètement, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler, ils vont faire un job. Ils se disent que bon, ils y vont parce que à la fin de la journée, il faut qu'ils nourrissent leur famille. Mais en fait, il n'y a pas de passion, il n'y a pas forcément toujours une destination, en fait. C'est juste au jour le jour, on y va. Et c'est là que je pense que quelque part, encore une fois, tout à l'heure, on parlait sur les chiffres. Quand on est leader et qu'on a des obligations, on a des buts qu'on fixe, mais qu'on fixe pour nos collaborateurs. Mais la réalité, c'est que ces collaborateurs, c'est pas simplement les chiffres qu'ils vont travailler pour. Eux aussi, ils ont leurs propres aspirations. Eux aussi, ils ont leur propre vision et leur sentiment ou leur sens d'accomplissement. C'est pourquoi c'est important. Je pense que lorsqu'une compagnie ou enfin, une organisation, grande ou petite, avoir une vision très claire et une mission très claire, ça ne peut pas être que des mots qui sont sur les murs et puis ça s'arrête là. Il faut être réellement en train de travailler pour atteindre ceci. Et le leadership aussi, c'est de s'assurer que, les collaborateurs comprennent la vision, s'approprient de la vision. Un alignement, en fait. Et ils croient aussi. Et ils croient que ce qu'ils font pour la journée contribue à quelque chose d'autre que simplement ces chiffres. C'est peut-être ce sentiment d'appartenance qu'il faut avoir, qui va vous rendre le collaborateur tout aussi fier des résultats, parce qu'il s'identifie un petit peu à la mission. Et nous autres, dès le début, surtout pour la IIC, notre mission était claire et notre vision était claire de comment est-ce qu'on souhaite accomplir cette mission. Et aujourd'hui, j'aime bien dire, on a toujours dit que nous sommes dans un métier où nous croyons que nos produits et nos services peuvent améliorer la qualité de vie. Et il se trouve que c'est les assurances, il se trouve que c'est la banque, comme j'avais dit la dernière fois, mais améliorer la qualité de vie, c'est d'être là à tous les moments de la vie de cette clientèle, dans les moments les plus difficiles. Et c'est ce qui va faire la différence. Et quand on contribue dans un moment de réclamation, dans un moment où la personne passe un moment difficile, et que les collaborateurs accompagnent cette personne pour qu'elle sorte de chez nous avec un sentiment où elle a été aidée, avec un sentiment où elle a moins d'inquiétude et des solutions à des problèmes qu'elle ne pourrait pas trouver autrement. Ça, c'est un sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est une fois que le collaborateur ressent ça, ça a été une journée productive, mis à part les chiffres, mis à part le reste, sur les aspects financiers. C'est ça, au-delà des chiffres. L'ikigai repose notamment sur ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce dont le monde a besoin et sachez quelle valeur créer. Donc, selon vous, c'est laquelle de ces dimensions qui, généralement, est la plus difficile à trouver? Je crois que l'un des points importants, c'est la vraie définition des valeurs avec lesquelles on construit et les valeurs qui nous permettent d'arriver à notre but. Parce que finalement, la valeur, elle a du sens, elle est utile si et seulement si. Et je vais revenir là-dessus. Mais si c'est une valeur qui est inutile, elle n'a pas de coût. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent passer devant quelqu'un. Choisir laquelle prendre a du sens si cette personne est obligée de laisser cette opportunité passer parce que ça ne répond pas à sa vraie valeur. Je prends
une valeur qui est importante chez nous en AIC, qui est l'intégrité. Il y a des opportunités de faire des affaires. Hein? Mais s'il y a un prix à payer, si on laisse une opportunité passer, c'est ça la vraie valeur. Donc, faire ce qui est correct, ce qui est bien, lorsque personne ne regarde, c'est ce qui donne la vraie valeur. Mais s'il n'y a pas de coût là-dessus, ça ne sera pas une valeur. Et cette valeur, si elle n'a pas de coût, elle ne pourra pas permettre de construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui puisse transcender, comme je disais tout à l'heure, dans le temps. Lorsqu'on est seul, on est d'accord que si personne nous regarde, peut-être qu'on peut faire quelque chose que... Si moi, je ne personne pas, non, bon, personne pas toi. Mais c'est au-même qui acte tout après. Avec c'est toi, au-même pendant que qui tu es là, pour- tu sais que tu es en train de le faire. c'est au-même qui pourrait résoudre le problème, ça acte tout après. Donc, si vous pas voulez une situation à côté que vous pas sentir bien parce que vous saute fond bagaille qui pas correct, Oui, parce qu'il y a des gens qui ils Faut font qu'à le faire. truc, mais après, ils ont tellement de remords et c'est personne ne le sait, mais ils ne se sentent pas bien avec eux-mêmes. exact. Et ça, c'est un coup à payer. Parce que là, ça va prendre temps pour sortir dans le fait que vous pas bien à tête toi encore. Donc, c'est ce genre de valeur qui, pour moi, donne du sens réellement à l'ikigai. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont dans une entreprise qui complètent leurs tâches au jour le jour, mais qui en fait n'ont pas, ils le font parce qu'ils se sentent vraiment obligés de le faire. Il n'y a pas de grande motivation derrière ça, sinon de faire quelque chose pour avoir une paix. Donc là, pour vous, c'est quoi la différence entre un emploi, une carrière et une vocation? Un emploi, une carrière, une vocation. L'emploi, c'est que on a tous besoin de gagner sa vie. C'est important. Donc, parfois, on accepte des positions juste pour faire face à ses besoins réels. On a tous besoin de le faire. Mais la carrière, c'est d'avoir un comportement où on voit qu'on peut avoir un chemin sur lequel on veut tracer et continuer à grandir et à avoir ses propres aspirations nous-mêmes, quitte à ce que ça soit de grandir économiquement, de grandir socialement, de grandir spirituellement. Donc, si on a un plan de carrière qui est mis en place, à ce moment, on contribue vers quelque chose. On sort de plan A, de point A pour aller. Bien. Mais dans la vocation, ça vient avec le temps. La vocation vient avec les épreuves. La vocation vient avec les succès. La vocation vient avec le niveau d'influence qu'on est capable d'avoir sur le leadership, et la vocation devient finalement cette raison d'être et qu'on apprend, parce que l'ikigai ne tombe pas de notre tête un beau jour et puis on a une révélation et puis on sent que voilà ma vocation. Je crois que c'est beaucoup plus on est forgé avec les expériences qu'on a dans la vie, on est forgé avec les succès, les obstacles et autres, jusqu'à ce que on trouve cette raison d'être, on trouve qu'est-ce qui nous intéresse encore plus, parce que avec le temps, c'est plus simplement gagner sa vie qui est le plus important. Ça devient secondaire. Et c'est avec le temps, avec les expériences, avec les obstacles, comme je disais, qu'on arrive à voir qu'est-ce qui nous donne cette envie de contribuer, de collaborer, de construire ce qui est plus grand que nous. Donc, je crois que c'est entre l'emploi, la carrière et la vocation, c'est cette différence que je fais. Mais aussi, est-ce que pour certaines personnes, on ne peut pas dire que c'est justement quand ils ne sont plus dans une situation de précarité qu'ils peuvent vraiment commencer à penser au sens qu'ils veulent donner à leur vie. Quand tu n'as plus le souci pour savoir qu'est-ce que je vais manger demain, là, tu peux te dire que oui, je peux mettre tout mon focus, on va dire comme ça, sur tel objectif, sur tel autre objectif. Parce que maintenant, les besoins primaires ne sont plus un souci.
Mhm. Écoute, oui, tout à fait, parce que la première chose, comme vous parlez tout à l'heure, lorsqu'on est plus jeune, on a besoin d'un revenu et on a besoin de faire face à des obligations qu'on a, que ça soit pour manger, pour vivre. Et avec le temps, quand on est plus confortable, je dirais, avec les constructions qu'on a, on a la capacité de ne plus réfléchir de manière individuelle. Donc, c'est pas ma petite personne qui est la plus importante. Et c'est à ce moment, je suppose aussi, c'est ce qu'on appelle la sagesse, parce que quand on commence à réfléchir aux autres, quand on commence à réfléchir à notre environnement, de comment contribuer à cet environnement, je pense que ça nous permet d'être mieux avec nous-mêmes à l'intérieur. Et donc c'est avec le temps que cette sagesse arrive et cette raison d'être arrive aussi. Donc tu sais, c'est ça la paradoxe de la vie, c'est plus on est jeune, plus on a du temps, moins on est patient. Et plus on devient âgé, Là, on a moins de temps, mais on est définitivement plus patient. Mais on est plus patient. On est plus patient et on recherche quelque chose d'autre que le matériel, que les possessions et autres. Donc, mais avec tout ça, on peut aussi dire que l'ikigai aussi, ça évolue avec les différentes étapes que la personne va franchir dans sa vie. Peut-être que le sens qu'elle avait donné à sa vie, qu'elle voulait, que ce qu'elle avait comme ce sur quoi elle fixait ses objectifs, ça évolue ça, avec les différents. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que c'est ce qui nous forge. C'est pas le succès, c'est pas la fin, c'est la construction, c'est le voyage. Et on est forgé par nos expériences, on est forgé par différentes choses dans notre parcours, qui fait que éventuellement on réalise ce qui est vraiment important pour nous. Donc définitivement, c'est le temps qui nous forge. Et selon vous, en quoi est-ce que l'ikigai est vraiment important pour un leader? Je pense que l'ikigai est vraiment important pour un leader si, premièrement, ce leader comprend que c'est pas un titre, c'est pas un privilège qu'il a, mais c'est une responsabilité. Et l'ikigai, comme je disais tout à l'heure, l'ikigai, c'est ce qui nous rend bien avec nous-mêmes de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, construire quelque chose pour une durée très limitée, pour moi, ça ne va pas avoir trop d'impact, ça ne va pas avoir de capacité. Je pense que c'est important pour un leader de construire quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va garder sa forme réelle, qui va garder que lorsqu'on n'est pas là, lorsqu'on transmet aux autres, aux plus jeunes ou à ceux qui ont le mérite de prendre cette responsabilité, on aura une satisfaction que ça pourra continuer dans le temps même si on n'est plus là. Donc si aujourd'hui je devrais prendre ma retraite et que la ici ne continue pas ou autre, ou qu'elle est vendue, ou ça n'aurait pas de sens, parce que c'est très, très limité, très temporaire. Et en même temps, il y a beaucoup de responsabilités au niveau de la IIC, puisque c'est une société financière, c'est une société d'assurance, et tout comme la banque, c'est dans le temps. C'est dans le temps que ça donne des responsabilités. La finance, c'est pas le passé. La finance, c'est comment on utilise notre capital pour le projeter dans l'avenir et comment est-ce que ça va nous amener. Donc, c'est beaucoup de responsabilités, que ça soit par rapport aux collaborateurs qui nous font confiance et qui ont mis leur temps dans la société pour la construire aussi, nos actionnaires qui
qui nous ont fait confiance aussi, nos clients qui nous font confiance. Donc, si aujourd'hui, il y a la confiance des autres, donc je crois que ça mérite de construire quelque chose de solide et qui soit capable de garder toutes ses valeurs et ses formes et ses procédures pour aller dans le temps. Vous avez parlé à plusieurs reprises des différentes valeurs sur lesquelles la IIC se repose. Mais en fait, est-ce que selon vous, une organisation peut être dirigée vraiment efficacement sans qu'il y ait une mission un petit peu plus profonde, un objectif fixe et qui peut-être vise le bien-être du plus grand nombre, en fait? Mm-hmm. Oui, je pense que, encore une fois, c'est une question de temps et qu'est-ce qu'on veut construire. Parce que sans mission, sans vision, même si on a des chiffres, même si on a des objectifs financiers, c'est très temporaire. Tandis que la mission et la vision nous donnent un chemin à parcourir et qui est constamment en évolution, qui est constamment en changement pour être très alerte à ce qui se passe autour de nous et comment s'ajuster pour pouvoir continuer. Et la mission, c'est pas chiffré. La mission a un plus grand impact sur la collectivité. Et c'est là que vient le sens de responsabilité du leadership. Et c'est ce qui fait la différence aussi entre un manager et un leader. Le manager vient avec une seule fonction. Tu engages quelqu'un avec un contrat temporaire qui est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Lui, il vient pour faire ce qu'il a à faire. Tandis que le leader, lui, il doit transcender dans le temps. Il doit s'assurer que l'environnement répond à la collectivité, parce que même si c'est une réceptionniste, même si c'est un agent de sécurité, même si c'est une secrétaire, même si c'est un assistant directeur, cette personne, comme je disais, a des aspirations aussi. Il faut qu'elle sente qu'elle contribue à quelque chose de plus important que simplement des chiffres qui sont temporaires. Et tout à l'heure, on a parlé de la finance qui est en train de comment utiliser le capital pour projeter dans le temps. La comptabilité, c'est le passé qu'on regarde, ce qu'on avait pu faire à une période X dans le passé. Donc, les chiffres vont être passés le lendemain. Et pour pouvoir continuer à faire face à tous ces différents obstacles, surtout dans un pays comme Haïti où on a des obstacles constamment. Ça fait 7 ans, là, on est à la 8e année là où on a des difficultés dans notre environnement. Et garder une équipe motivée dans une vision à long terme, tandis que cette personne a des urgences immédiates qui l'empêchent de regarder l'avenir avec confiance, etc., c'est pas évident. Donc, si on n'a pas une culture d'entreprise qui est très forte, je comprends qu'il y a des urgences, je comprends qu'il y a l'immédiat, mais pendant qu'on travaille sur l'immédiat, il faut garder l'énergie pour le lendemain aussi. On a parlé de la nécessité d'avoir une vision claire, vraiment assez définie, et d'impliquer aussi les différents collaborateurs. Mais est-ce que vous pensez que l'alignement personnel du leader peut avoir un impact sur l'organisation? Oui, parce que le comportement ne ment pas. Hein? Tout comme les chiffres ne mentent pas, le comportement ne ment pas non plus. Quand un leader prêche quelque chose, mais il fait différemment, ça ne va pas inspirer les autres. Donc, l'alignement du leader et les caractéristiques qui permettent à un leader d'avancer, il faut que le comportement reflète tout ça. Et on dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Donc, si le leader n'a pas un comportement exemplaire,
et qu'il est en train de bafouer toutes ces normes, toutes ces procédures, ou ces comportements, ou ces valeurs, à ce moment, pourquoi est-ce que le reste devrait suivre? Et ce leadership n'est pas durable. On avait parlé tantôt des fois, on disait qu'il était vraiment nécessaire de laisser passer certaines opportunités parce qu'elles ne sont pas en alignement avec les valeurs. Mais alors, je vous demande comment est-ce qu'on prend quand il y a des décisions difficiles à prendre et qui ne sont pas toujours, qui nous fait questionner nos valeurs, en fait. C'est quoi le secret? Les décisions difficiles, c'est parfois prendre le risque que même si les autres ne voient pas que ça c'est la chose la plus importante pour la majorité, on ne sera jamais capable de faire plaisir à tout le monde. Mais l'important c'est que le voyage dont on parlait soit le plus intéressant que possible pour la majorité. Donc, il va y avoir des fois où peut-être que de l'extérieur, on va questionner ou juger ou critiquer les décisions. Mais alors que peut-être qu'au fond, vous sauriez que c'est parce que vous étiez déterminé à rester fidèle à vos valeurs. Rester fidèle aux valeurs et rester fidèle à la mission et à la vision de la société. Je prends un exemple récent. Ces 7-8 dernières années, il y a beaucoup de compagnies qui ont disparu parce qu'elles ne pouvaient pas faire face aux difficultés de l'environnement et des problèmes. Il y a beaucoup de compagnies qui ont eu à laisser partir leur capital humain pour des questions de manque de capacité ou de difficultés financières. Vous pouvez évoquer 50% des employés ou 40% ou 60%. Mais c'est très coûteux. Tandis que nous autres, malgré qu'on ait eu à faire face à des moments difficiles, s'il y a des gens qui nous ont quittés, c'est pas parce que on n'avait pas la capacité ou on n'avait pas fait des prévisions là-dessus. Mais en même temps, avec l'inflation, avec les problèmes socio-économiques, avec l'insécurité, etc., il y a des gens qui voudraient avoir un salaire plus élevé dans un moment où c'est difficile. Mais ça, c'est parce qu'on réfléchit à soi-même individuellement. Mais quand on est le leader et qu'on réfléchit à toute l'équipe, il y a des fois où on doit laisser passer des décisions pour satisfaire un individu au prix de la collectivité. Donc, lorsqu'on gagne, on gagne ensemble. Lorsqu'on perd, on perd ensemble aussi. Et c'est ce qui donne de la crédibilité aussi, je pense, à un leader de faire des décisions difficiles lorsqu'on ne perd pas ses valeurs et qu'on réfléchit à la majorité. Et comment pensez-vous qu'un leader peut vraiment aider les collaborateurs à trouver un sens eux aussi dans ce qu'ils font? Bon, ça revient à la vision de ce qu'on fait, ça revient à pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Comme je disais, nous autres, on fait de l'assurance, mais en fait, c'est l'amélioration de la qualité de vie. C'est d'être là dans les moments les plus difficiles. C'est d'avoir la capacité de provisionner pour les jours plus difficiles. Et oui, c'est ça. Donc, on va dire que avec cette conversation-là, ça nous fait voir vraiment que le leadership, c'est pas seulement juste les résultats, les statistiques, comme on dit, mais aussi il y a la cohérence dans ce que l'on construit. Et c'est tout le processus, c'est pas juste la finalité. C'est ça. C'est pas la fin, c'est le processus, c'est le voyage, c'est le calvaire. Et à quel moment est-ce que vous diriez que la réussite cesse d'être juste une destination, mais qu'on va vraiment embrasser le fait que c'est tout un processus, that's the journey. Mais là, on va commencer à le sentir quand à l'intérieur de soi, on sent qu'on a eu un impact. Quand à l'intérieur de soi, on sent qu'on a accompli quelque chose de constructif. C'est quand on sent à l'intérieur de soi, qu'on a touché quelqu'un positivement, qu'on a touché plusieurs personnes collectivement. Et non pas
simplement un besoin personnel. Donc, je crois que c'est ce déclic. Quand on commence à avoir ce sentiment à l'interne et non pas de l'externe. Pas comme les autres nous perçoivent, pas comme les autres pensent, qui ne connaissent pas nos problèmes, qui ne connaissent pas nos réalités, mais plutôt quand nous, on a mis notre confort de côté pour pouvoir toucher quelqu'un d'autre ou un autre groupe. Donc, mettre son confort de côté, ce sentiment d'accomplissement de quelque chose de constructif et de positif, ça donne à l'intérieur quelque chose qui fait plaisir. Quand on parle toujours de succès, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait davantage enseigner aux jeunes? On vient de faire une expérience, et tu as participé avec nous à cette expérience, qui était l'Agora de la finance. Et l'Agora de la finance, quelque chose, grâce à Thierry, qui me met toujours dans la zone d'inconfort, à me pousser à faire des présentations auxquelles je ne suis pas toujours très habitué. Mais c'était de voir l'impact sur ces jeunes universitaires, comme on avait vu, plus de 500, 600 jeunes qui ont participé à 200%. Mais la réalité, c'est que on essaie toujours de montrer aux jeunes comment gagner sa vie. Mais à l'Agora de la finance, on avait montré à ces jeunes comment construire leur vie. Et quel genre de comportement est-ce qu'ils devraient avoir pour pouvoir avoir cette réussite dans la vie par rapport aux valeurs, par rapport Je vous arrête un petit peu là, vous avez dit gagner votre vie et construire votre vie. C'est quoi la différence vraiment? Pour gagner sa vie, c'est qu'on fait face à des besoins économiques pour pouvoir vivre, même si à l'intérieur on n'est pas satisfait, on n'a pas ce sentiment d'accomplissement, on veut toujours plus, il y a toujours un inconfort et ça crée des problèmes à tous les niveaux, que ce soit avec les collaborateurs, les conjoints et autres. Construire sa vie, c'est pour moi rentrer dans l'interne. Qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on peut être un exemple pour les autres, qu'est-ce qu'on transmet aux autres. Parce que gagner sa vie, on peut le faire à l'encontre de certaines valeurs. Parce que gagner sa vie, c'est très, très économique et financier. On peut avoir des comportements qui ne sont pas corrects et on fait beaucoup d'argent ou quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on a gagné sa vie quand même. Par contre, construire sa vie, c'est de laisser passer ce qui n'est pas correct, même si ça prend plus de temps pour créer plus de richesse, plus d'avancement personnel. Et les générations à venir, que ça soit au niveau personnel, familial ou des autres collaborateurs, c'est comment est-ce qu'ils peuvent garder la tête haute avec des comportements corrects, mais en même temps avoir un impact et avancer dans ce qui est dans leurs propres aspirations, sans pour autant mettre de côté des valeurs. On arrive à la fin de cet échange. J'ai encore 2 questions pour vous. Lorsque vous regardez l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez continuer à construire, à transmettre ou à inspirer? Continuer à construire sur ce filet de sécurité à tous les niveaux. Ce filet de sécurité, je crois que c'est l'une des grandes satisfactions quand on permet aux autres d'avoir assez de capacité pour faire face aux difficultés de la vie, toucher les autres qui avaient des difficultés ou des moments très difficiles, pour leur permettre de continuer à croire dans l'avenir, pour leur permettre de continuer à avoir confiance qu'il y aura des jours meilleurs si on a tous des comportements qui reflètent des valeurs républicaines. Et donc c'est ça, je crois que
tous les différents produits et les différentes sociétés que je gère, que ça soit au niveau de la banque, le leasing ou l'assurance ou les autres sociétés, c'est qu'elles continuent à perdurer pendant que je ne serai plus là. Donc, continuer à m'assurer que la colle qui tient tout ça ensemble soit là une culture d'entreprise forte, une culture d'entreprise où les gens souhaitent contribuer à cette noble cause. Donc, voilà, je crois que ça répond. Oui, ça répond à la question. Et pour conclure, après toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que vous diriez qui est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? Bon, c'est que je pense encore que il faut regarder à l'intérieur. Il faut regarder à l'intérieur et voir si ce qu'on construit pour pouvoir être satisfait réellement, c'est pas simplement les chiffres, c'est pas simplement les statistiques comme tu les appelles, c'est comment est-ce qu'on touche les autres, comment est-ce que les autres vont se souvenir de quel impact, quel sentiment vous aviez créé chez eux pour leur permettre de continuer à avancer. Donc, la construction doit avoir une raison d'être. Et la mienne, je dirais que avec le temps, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, cette conversation, je l'espère, vous a bien fait voir que la réussite ne se limite pas à un titre, à des chiffres, à des statistiques, mais aussi au sens que nous donne à tout ce qu'on est en train de construire. Et au fil de cette saison, on a eu 8 épisodes, on a pu parler avec des professionnels vraiment de milieux vraiment différents, avec des expériences assez variées. On a parlé de mentalité, de résilience, de progression, d'adaptation, de leadership féminin, de pression, d'équilibre, de transmission. Et là, pour aujourd'hui, on a clôturé avec l'ikigai. Merci, Monsieur Barreau, d'avoir commencé la saison avec nous et de l'avoir conclu avec nous aussi. Merci, Daphné. Merci pour le temps. Merci pour les questions difficiles. Mais toujours un plaisir de participer avec toi. Et merci à vous qui nous suivez. Et si vous avez raté certains des épisodes, je vous rappelle qu'ils sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Et merci à l'équipe technique et à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison. Et c'était avec vous, Daphné Valsin, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations.